mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'individu qui a été tué par balle ce jeudi sur la route de Delma lors d'une manifestation organisée par la plateforme Petite Dessalines est un présumé voleur selon la police. La victime a été abattue par un particulier alors que ce dernier tentait de le dépouiller de ses bijoux. Un député de la majorité présidentielle lance un ultimatum au chef de l'État. Francisque Delacrouz accorde un délai de 72 heures au président Jovenel Moïse pour qu'il effectue un remaniement ministériel. L'élu prévient qu'en cas de maintien en poste de certains ministres, le Premier ministre Jacques-Guy Lafontan sera interpellé et renvoyé. Il semblerait qu'il n'y ait plus de fusion au sein de la fusion des sociaux-démocrates. Cette formation politique est divisée en deux branches, celle de la présidente sortante, Edmonde Supplice-Bozil, et celle de Victor Benoît. Métro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici vit l'énergie. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Comme annoncé, la plateforme Petite Dessalines a organisé la première manifestation d'une longue série. Une personne a été tuée par balle ce jeudi sur la route de Delma pendant la manifestation. Selon le porte-parole adjoint de la police nationale, Gary Desrosiers, la victime, Pierre Hubert, 31 ans, a été abattu par un particulier alors que ce dernier tentait de le dépouiller de ses bijoux. Le citoyen s'est rendu à la police après avoir abattu le présumé voleur. Alors, on a apporté une précision concernant, malheureusement, incident malheureux qui produit sous Delma, zone Delma 42, côté que un jeune garçon, qui est le Pierre Hubert, et selon le constat juge de PA, il a semblé que M. Tanan est début trentaine, probablement 31-32 ans, côté que M. malheureusement, il est blessé mortellement. Et il a fait connaître que c'est un policier et selon l'information que nous avons entendu au niveau radio, on a noté que la police a arrêté monde qui a tiré jeune garçon ça, qui est le Pierre Hubert. Pour le moment, il est dans le commissariat de Pétionville et il est Hippolyte Sainte-Clé qui fait en 1959, qui a 59 ans. Et qui a gagné un permis de port d'Amni, qui sont revolvers de calibre 38 et de marque Magnum, et qui a expiré le 30 septembre 2018, il est encore valide. Et selon Hippolyte Saint-Clé, il a dit que deux jeunes garçons qui étaient agressés, qui étaient cassés chaîne dans le cou, côté que gagne une calamité là, et l'autre là, il même pas arrivé justement à aller à chaîne, selon justement Hippolyte. Et c'est ça fait justement que lui utilisé les amis et côté que malheureusement, jeune garçon s'appelle de la ville qui est Pierre Hubert. La majorité parlementaire proche du chef de l'État est vent debout contre le gouvernement. Plusieurs députés et sénateurs ont fait montre d'impatience en ce qui a trait au remaniement ministériel annoncé par des proches du chef de l'État. Pour la première fois, c'est un député de la majorité présidentielle qui lance un ultimatum au chef de l'État. Francisque Delacrouz accorde un délai de 72 heures au président Jovenel Moïse pour qu'il change plusieurs ministres. Assurant être un porte-parole de facto de la majorité, le député Delacrouz
prévient qu'en cas de maintien en poste des ministres, le Premier ministre Jacques-Guy Lafontant sera interpellé et censuré. De l'avis du parlementaire, le chef de l'État est déterminé à conserver M. Lafontant à son poste. S'il veut protéger son poulain, il doit réaliser le remaniement, insiste M. Delacroix. C'est par le biais des médias que le député de la majorité présidentielle a jugé bon de lancer cette mise en garde. Il justifie son action par les conséquences néfastes de l'inefficacité du gouvernement. Le parlementaire a révélé avoir eu des discussions avec le chef de l'État autour du remaniement ministériel, mais se dit préoccupé par la lenteur dans la réalisation des actions. Le président de la Chambre des députés, Gary Baudot, appuie son collègue, le présentant comme un membre influent de la majorité. Pour M. Baudot, le gouvernement est inactif. Il juge que seul le chef de l'État s'évertue, par le biais de la caravane du changement, à apporter des solutions aux revendications de la population. La levée de boucliers contre les ministres s'est intensifiée au cours des derniers jours. En réaction, le porte-parole de la présidence, Lucien Jurat, rappelle que le chef de l'État multiplie actuellement les consultations et qu'il prendra sa décision après avoir bien pesé les tenants et les aboutissants. M. Jurat a fait remarquer que la prérogative du remaniement ministériel incombe au chef de l'État. Les députés n'ont pas à lui adresser d'ultimatum. De son côté, le conseiller spécial de la présidence, Guichard Doré, s'étonne qu'un pouvoir puisse adresser un ultimatum à un autre pouvoir dans un régime républicain. Il prône un dialogue ouvert qui permettrait aux différents intervenants d'exprimer leur désaccord. Guichard Doré lance un appel au respect des formes de la République, estimant que ce conflit ouvert entre le Parlement et la présidence place le pays dans une atmosphère qui n'est pas profitable à l'administration publique. La polémique se poursuit entre les deux branches de la fusion. Le conseiller Victor Benoît et les cartels Réconciliation Alternative et Alternative pour la jeunesse, en conférence de presse ce jeudi, ont dénoncé la présidente du parti pour avoir violé les règlements. Ces membres qui s'opposent à Edmond de Supplice-Bozil appellent les militants à ne pas participer au congrès qui doit débuter ce vendredi. Suivez ce reportage de Sheila Louis-Joseph et Elsie Dieulassant. Dans la même salle, deux groupes occupant deux tables séparées, mais parlent pratiquement le même langage dans le cadre d'une conférence de presse. Victor Benoît d'un côté et de l'autre des membres des cartels Réconciliation Alternative et Alternative pour la jeunesse du parti Fusion, chacun à son tour critique les agissements d'Edmond de Supplice-Bozil. Accusé d'être à l'origine de la division qui règne au sein de la fusion des sociodémocrates, Maître Ben a une fois de plus démenti ces informations véhiculées dans les médias par la présidente sortante de cette structure politique. Le conseil spécial en a profité pour exprimer son refus de participer au congrès qui doit débuter ce vendredi 20 avril. Il y a 4 raisons qui expliquent ça. Attitude égocentrique, égoïste, Edmond, hostile aux jeunes. 2. Absence de transparence de l'organisation du congrès. 3. Illégalité des candidatures. 4. Violence qui menace faite dans le congrès. Moi-même, Victor Benoît, je peux tout le connaître, je ne suis pas présent dans la mascarade ça que va le faire là. Les membres des cartels Réconciliation Alternative et Alternative pour la jeunesse du parti Fusion, de leur côté, se disent déçus de la tournure qu'ont pris les événements. Vu ce que représente cette structure politique dans le pays, Pédrica Saint-Jean, qui convoite la présidence du parti, souhaite la normalisation de la situation afin de redorer l'image de la fusion. Pour elle, un dialogue serait nécessaire au plus vite avant la tenue du congrès qui normalement devrait réunir tous les membres et militants du parti. C'est dommage que la branche à Edmond de Supplice-Bozil voit la situation autrement, déplore la militante. Nous disons que faire une activité quelconque, mais que nous parlons des congrès, nous demandons militants de chita à la caillou. Ce n'est pas congrès ça que nous pensons que nous avons là-dedans, c'est une acclamation que nous allons faire de Edmond Supplice-Bozil qui violait 3 articles que nous disons et que malgré ça, l'Ivoire dit nous, Jean nous Vignan, c'est comme ça la prend nous, elle dit nous, ça passe ou ça casse. Alors on ne veut pas casser, on se retire de cette démagogie. À ce stade des débats, quel est l'avenir de la fusion qui est plongée dans une confusion totale selon des observateurs?
Victor Benoît et les cartels Réconciliation Alternative et Alternative pour la jeunesse admettent que le parti connaît actuellement des moments difficiles. Ils disent craindre un éclatement de cette structure politique. Les autorités dominicaines informent que la migration haïtienne et vénézuélienne s'est intensifiée au cours des 5 dernières années, rapporte le journal dominicain Listín Diario. En raison de la dégradation de la situation économique dans leurs pays respectifs, les Haïtiens et les Vénézuéliens ont migré massivement vers la République dominicaine et d'autres États entre 2012 et 2017. Les statistiques sur l'immigration font état d'une hausse de 8,6% des migrants haïtiens. Les données ont été obtenues par le ministère de l'Économie, de la Planification et du Développement qui a réalisé la seconde enquête nationale sur l'immigration. Le nombre de migrants haïtiens a augmenté de 39 592, passant de 458 233 en 2012 à 497 825 en 2017. Le ministre de l'Économie, Isidoro Santana, a fait valoir que l'enquête est nécessaire pour que le gouvernement puisse élaborer les politiques publiques pour répondre aux besoins de la population. Le document indique que 76% des migrants haïtiens sont impliqués dans 3 secteurs d'activité, 33% dans l'agro-industrie, 26% dans la construction et 16% dans le commerce. Au cours des 2 dernières années, les autorités dominicaines ont intensifié les déportations dans le cadre du Plan national de régularisation des étrangers, PNRE. Les prix du pétrole n'ont pas cessé de varier ces derniers temps. D'un pic d'environ $140 le baril. On était tombé il y a 2 ou 3 ans à peine $40, parfois en dessous de $40. Aujourd'hui, l'Arabie saoudite mène une politique pour essayer de stabiliser les prix autour de $100 le baril. Quelles conséquences cela peut-il avoir pour l'ensemble du monde? Quelles conséquences cela peut-il avoir pour nous en Haïti? Pour en parler, nous avons avec nous ce soir M. William Savary, membre fondateur du Haitian Stock Exchange. Bonsoir William Savary. Bonsoir Serge. Bonsoir Serge. Alors, à quoi faut-il s'attendre dans les mois ou dans les années à venir? Eh bien, dans les mois à venir. Dans les mois à venir, parce qu'en fait, il y a un plan au niveau de l'Arabie saoudite où l'Arabie saoudite se prépare à offrir au grand public une participation dans l'entreprise qui détient la majorité des réserves du pétrole, la totalité des réserves de l'Arabie saoudite. Et ceci, pour avoir une offre réussie, l'Arabie saoudite voudrait bien que le prix du pétrole sillonne aux environs de $100. C'est ça. Donc, et ceci, si le prix du pétrole sillonne aux environs de $100, ce qui va permettre une évaluation des réserves de façon phénoménale et permettrait à ce que les gens qui y participent placent des primes exorbitantes sur le prix des titres qui seront négociés avant la fin de l'année. Oui, parce que quelque chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que les grandes compagnies pétrolières ne sont jamais perdantes. Quel que soit le prix du pétrole, qu'il soit à $200 le baril ou à $30 le baril, c'est toujours le cochon de consommateur, comme on dit parfois, qui paye, c'est-à-dire l'automobiliste et tout. Il y a une petite différence quand même. Dans les pays développés, l'Europe surtout, le gouvernement tire d'énormes ressources, des taxes sur le pétrole. Alors que dans les pays moins développés ou sous-développés, comme les nôtres, c'est au contraire l'État qui subventionne. Donc il s'agit d'une situation inverse. Mais quoi qu'il advienne, c'est toujours le consommateur qui, au bout du compte, va payer. Maintenant, s'il y a une augmentation, comme il y a eu une tentative il y a quelques mois de cela d'augmenter les coûts le prix du pétrole à la pompe, ça a donné lieu pratiquement à une révolution. Ouais. Et là, vous êtes en train de nous dire que, v'lez pas v'lez, n'abrivé là. Oui, parce qu'en fait, le prix du pétrole, il faut regarder, il est établi selon ce qu'on appelle, en anglais, nous appelons ça moving averages. C'est-à-dire que ce sont des moyennes qui ne sont pas stables, des moyennes variables. Ça veut dire que
lorsque le prix du pétrole, lorsque le prix à la pompe doit être établi au niveau international, on ne prend pas le prix d'aujourd'hui, mais on prend une moyenne sur une période d'1 an, une période de 6 mois, une période de 3 mois, et c'est cette moyenne qui détermine le prix que le consommateur va payer. Pourquoi maintenant on prend une moyenne? C'est parce que lorsqu'on prend les hauts et les bas, le prix sera, le taux de profit sera plutôt plus ou moins constant. Et ce qui est important, c'est vraiment la constance du taux de profit. Hein? Donc, le moving average permet d'établir cette constance. Maintenant, on dit souvent que les grandes entreprises pétrolières sont toujours rentables. Les fameuses Seven Sisters. En fait, c'est parce que c'est cette moyenne qui leur permet de prognostiquer, de projeter sur leur taux de profit et qui détermine leur rentabilité. En dehors de ça, il y a aussi ce qu'on appelle le coût différentiel, la rente différentielle, c'est-à-dire le prix de la production du prix d'un baril de pétrole dans un pays comme l'Arabie Saoudite, qui est minime, de 4 ou 5 dollars le baril. Et le prix du baril de pétrole qui est par exemple dans un pays comme les États-Unis, qui sillonne autour de 50-60 dollars. Et le prix sur le marché international n'est pas déterminé d'après le prix de l'exploitation en Arabie Saoudite, mais plutôt sur les prix américains. Donc, ce qui permet la protection, d'une part, de la rentabilité, et ce qui permet aussi que le prix du pétrole se négocie au niveau que nous avons sur le marché international. D'accord. Il y a quelque temps de cela, le FMI a conditionné la reprise de l'aide américaine à la réduction même pas la réduction, si j'ai bien compris. L'élimination. L'élimination des subventions d'État pour le gaz, gasoline, diesel et autres. Si ça se produit vraiment entre la stabilisation des coûts autour de 100 dollars, qui est le vœu de l'Arabie Saoudite, le fait que l'État haïtien ne va plus pouvoir subventionner le truc, ça va devenir un luxe d'avoir une voiture et de devoir acheter de l'essence bientôt. Bon, maintenant, il faut qu'on se mette d'accord sur deux choses. La première, c'est que l'ambition de l'international de réduire les subventions, c'est vraiment dans le cadre de la réduction des subventions aux entreprises qui fournissent l'électricité. Parce que ces entreprises sont liées à l'EDH. L'EDH est déficitaire et pour préserver l'approvisionnement en électricité, il y a des subventions qui viennent de l'État, d'où l'exigence de l'international d'éliminer les subventions. En effet. Donc il faut qu'on le place dans ce contexte pour bien le saisir. Ouais. Maintenant, ce que l'international ne comprend pas, ou peut-être comprend, mais ne peut pas accepter selon le modèle économique qu'ils ont en tête, c'est que la subvention qui est fournie à EDH, c'est vraiment une subvention aux consommateurs. Ce sont les consommateurs qui ne payent pas, qui ont les Cumberland, qui volent l'électricité. C'est une subvention. 60% de la production. Bon, les chiffres varient entre 60 et 70%. Parce que sur 4 millions de foyers dans le pays, il n'y a que 150 000 à 200 000 qui paient leur facture d'électricité. Donc, avec un truc pareil, c'est pas non. Le EDH ne peut jamais devenir rentable. Bien sûr. Donc, moi, au lieu de promouvoir l'élimination des subventions, j'aurais aimé voir une restructuration de l'EDH et permettre à ce que plus de gens soient intégrés dans le processus de la facturation. Plus de gens soient facturés, plus de gens participent à payer leurs factures. On est d'accord, mais là, on est en train de nous éloigner un petit peu du pétrole. Je reviens à ma question. L'Arabie Saoudite voulait mettre les prix à 100 dollars en moyenne, alors que je vous dis, il y a 40. L'État, demain, si l'État haïtien suit instruction FMI, l'État pas mettre quoi pour le subventionner et prix gaz là, ça veut dire que deux bails à le marié, prix gaz là a traversé le plafond. Hein? Mais prix gaz a traversé le plafond, mais l'inquiétude que nous devons avoir comme dans la société civile, c'est vraiment la réaction du public
face à cette augmentation. Que nous déjà qu'on s'allier, le été fait dernière tentative là. Maintenant, ce qui une révolution. C'est que si qu'on y a ouvert que pour toute subvention éliminée, il faut qu'on soit capable de gagner des programmes qui permettent à ce d'une part qu'il y ait des créations d'emplois, qu'il y ait des filets sociaux qui absorbent les gens qui sont sujets, qui ne peuvent pas se payer le pétrole. Il faut permettre à ce qu'il y ait une croissance économique. Donc, ça ne suffit pas d'éliminer les subventions sans avoir des mesures préventives ou sans avoir des mesures qui peuvent améliorer les conditions de vie des gens, sans avoir les mesures qui créent la prospérité. Le prix gaz de la montée, ce n'est pas seulement le bourgeois qui paye les nous conséquences, c'est toutes les voitures publiques. Oui. Parce que le chauffeur a acheté 5 gallons de gaz pour le mettre dans la machine, s'il a payé 100 gouttes aujourd'hui et que demain il a obligé de payer 300 gouttes, il ne va pas continuer à demander 25 gouttes. Mais le bail qui est bien important, l'arrivée qu'on y a fait ça va faire que ça le minimum. Parce que voilà. le coût du transport. Tout ça est lié. Oui, parce que le coût du transport rentre dans la consommation du public. Maintenant, lorsque tu as un salaire minimum figé et que le coût du transport augmente, qu'est-ce que tu vas faire de tes ouvriers qui travaillent dans les manufactures? Et on sait déjà les problèmes que ça a donné l'année dernière. Donc, en d'autres termes, William, ce que tu nous dis là, ce que vous nous dites là, respectons les normes, ce que vous nous dites là, c'est que le gouvernement devrait se préoccuper dès aujourd'hui de faire un plan progressif de façon à prévoir tout cela étape par étape. Absolument. Et que ça n'arrive pas comme un coup de coco macaque sur la tête un beau matin. Et plus tôt que le gouvernement s'engage à adresser ce problème, à l'expliquer, d'une part à l'expliquer, mais à prendre des mesures préventives, parce qu'il y a quand même des mesures préventives qui peuvent être prises vis-à-vis de l'augmentation du taux du prix du pétrole. Hein. Donc, maintenant, et si ces mesures préventives sont prises, peut-être qu'il y a moyen d'alléger le taux de l'augmentation qu'on aura à vivre sur le marché local. Un exemple de mesures préventives? Mesures préventives, par exemple, nous savons tous que le pétrole se négocie sur le marché international, c'est à partir de contrats à terme. Donc, il y a des moyens de se prémunir dès aujourd'hui au cas où le pétrole irait à la hausse, que l'impact ne serait pas immédiate et plutôt serait de façon ralentie. Hein. Parce qu'il y a ça. Il y a aussi ce qu'on appelle, on a parlé tantôt de la moyenne moving averages. C'est oui, les moyennes variables. La moyenne variable. La moyenne variable, c'est, par exemple, on devrait déjà commencer à contempler d'établir les prix sur le marché local selon une moyenne variable. Le moving average. C'est-à-dire, on prend le prix sur les 15 derniers mois, ou 12 derniers mois, ou 18 derniers mois, et cette moyenne... Et on fait une moyenne. Et on fait une moyenne. Cette moyenne devrait déterminer le prix. Maintenant, c'est à partir de là, on pourrait peut-être faire le hedging, c'est-à-dire faire la protection du prix de la consommation locale. Parce qu'il y a une chose que je tiens à signaler tout de suite. Il y a beaucoup de gens dans le pays qui disent qu'il y a du pétrole en Haïti. Et qu'il y a des gens qui disent qu'on veut faire venir des compagnies de raffinerie en Haïti. Mais vu la consommation locale, qui est de 20 000 barils de gasoline par jour, mais ça fait 1000 barils de pétrole brut. Parce que par baril de pétrole, on peut obtenir 20 gallons d'essence. Donc, 20 000 gallons jour. Oui, 20 000 gallons jour. Donc, l'idée d'avoir des raffineries en Haïti, c'est quelque chose de vraiment totalement impossible parce qu'une raffinerie, c'est pas exporter. Mais une raffinerie, c'est quelque chose qui produit dans les 50 000 à 200 000, 400 000 barils. Donc, j'en profite, c'était pour faire ce point pour dire qu'il faut vraiment qu'on essaie de garder les pieds sur terre dans les propos qu'on énonce. Donc, en d'autres termes, si j'ai bien compris, votre conseil au gouvernement, ce serait, s'il faut arriver à une augmentation, disons de 50 gourdes sur le gallon, il vaut mieux mettre 10 gourdes aujourd'hui et 10 gourdes pendant les 5 mois qui vont suivre, plutôt que d'attendre que les 5 mois passent et puis boum, arriver directement avec les 50 gourdes, tout en faisant une promotion, une communication sur les nécessités, absolument. Etc. Parce qu'on va arriver là. Oui, hélas. Bon, enfin.
Eh bien, William Savary, merci. Merci pour cet éclairage. Nous ne voulons pas affoler les gens, bien entendu, mais apparemment, cette augmentation est inévitable, si j'ai bien compris. Absolument. Bon, on peut déjà regarder sur les graphiques de l'évolution du prix du pétrole. Parce qu'en fait, de 2002 janvier à nos jours, le West Texas Intermediate, c'est le pétrole américain qui se négocie aujourd'hui à 68 et le Brent Crude se négocie à 72. Donc, en janvier, on était dans les environs de 55. Donc, on n'est pas aveugle quand même. Il y a déjà presque du 20% d'augmentation. Ouais. D'accord, eh bien merci infiniment. C'est bon. William, et puis à bientôt. Bonne fin de soirée. Merci, Serge. Voilà, c'était William Savary, membre fondateur du Haitian Stock Exchange, qui nous parlait des augmentations auxquelles il va probablement falloir faire face sur les prix à la pompe de l'essence, du gazole, du diesel et des produits pétroliers. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.